Il faut dire que tout changement fait peur, a priori. Et peu de personnes sont aptes ou sont d'accord, motivées pour accepter un changement et en prendre toute la mesure immédiatement. Et cela me fait penser à Jean Monnet. J'ai beaucoup travaillé pour l'Union européenne et pendant longtemps, Jean Monnet était bien sûr l'une de mes références. Et Jean Monnet disait que les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité. Et ils ne voient la nécessité que dans la crise. Alors on est vraiment en plein dedans, nous sommes dans plusieurs crises parallèles. Donc voilà, il y va maintenant, c'est maintenant une nécessité. Ce dont on va parler, tous ces changements, c'est pas notre bonne volonté, c'est pas simplement qu'on le veut bien, c'est qu'on n'a pas le choix. Nous sommes vraiment dans une nécessité de concevoir un changement de fond et d'accepter toutes ces dimensions et ces implications. Alors maintenant, j'aimerais aborder avec vous tout d'abord le phénomène ou le processus de mondialisation. Je pense que ce terme est familier à nos oreilles depuis plusieurs décennies. Et donc, si vous le permettez, je vais peut-être aller un peu vite sur la définition de ce processus, en sachant que c'est un long processus qui n'est pas tout à fait nouveau. Il se développe depuis plusieurs siècles. Certains disent qu'il est inscrit même dans la logique du système capitaliste. Mais on sait que ces dernières décennies, notamment les dernières décennies du XXe siècle, lui ont donné un élan, une force beaucoup plus grande, et que ce phénomène ce processus génère des transformations de différentes natures, des transformations à la fois économiques, et c'est là le côté le plus apparent, le plus saisissable, mais c'est ces transformations qui sont au départ des transformations de la sphère économique, ont bien sûr des conséquences sur le plan politique, social et même culturel. Il serait bien sûr trop long ici de développer toutes ces différentes dimensions. Ce qui est le plus important, c'est de prendre la mesure de ces différentes dimensions, que donc on est en face d'un phénomène qui est multidimensionnel, et que de ce fait, il nous est nécessaire d'adopter, quand on veut l'analyser et en comprendre les différents aspects, il nous est nécessaire d'adopter une approche globale. On ne peut pas simplement comprendre le processus de mondialisation avec le regard de la discipline économique seulement ou de la discipline des politologues seulement ou autre. Il nous faut accepter d'avoir des regards croisés, de travailler ensemble pour essayer de prendre toute la dimension de ce processus et d'avoir donc une approche globale et en dynamique de ce processus. Ce qui est actuellement de plus en plus accepté, je devrais dire, et notamment dans le domaine des sciences, dans le domaine de la biologie, la matière qui se développe, c'est la biologie des systèmes, où on comprend que tout le développement des cellules ou des êtres vivants peut être compris en tant que tel, mais qu'on ne comprend pas si on ne le met pas en relation avec tout un ensemble d'environnements et d'autres éléments, et que rien ne se développe seul dans son coin, en fait. Donc on a vraiment besoin d'avoir cette approche globale, et cela rejoint d'ailleurs l'approche à laquelle nous invitent les écrits Bahá'í. Baha'u'llah nous dit que ta vision embrasse le monde. Et il nous parle du fait qu'il ne doit pas y avoir de cloisonnement dans notre façon de voir le monde. Cette globalisation qui accompagne la mondialisation, c'est une globalisation à tous les niveaux, aussi bien au niveau territorial, et c'est un aspect sur lequel je voudrais dans un instant m'arrêter un peu plus longtemps, parce que cette globalisation du fait que les stratégies de développement des entreprises et toute la sphère productive est devenue transnationale met en cause les frontières. Les frontières de l'économie ne sont plus celles de la géographie ni de la politique, et on va voir à quel point cela a des conséquences bien sûr sur l'État, l'État-nation, et des conséquences politiques importantes. C'est aussi une globalisation au niveau des activités, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation dans l'économie, plusieurs secteurs s'interpénètrent et il y a une très grande diversification des activités avec des interconnexions à travers le monde. Et cela touche
la plus grande partie des activités humaines, et pas seulement les activités de marché. Alors cela reprend un petit peu les mêmes idées, donc on a une intensification sans précédent dans le monde, des interconnexions, des interactions et des interdépendances entre les États et les sociétés dans tous les domaines de l'activité économique, et donc cela nous invite à penser le monde différemment de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc j'ai retenu cette définition, il y en a plusieurs bien sûr, mais elle me paraît reprendre ces éléments importants pour comprendre que la mondialisation est un processus global qui est le fait de multiples liens et interconnexions. Nous avons l'image de cette toile, de ce monde en réseau. Donc ce sont des interconnexions qui unissent, et on voit déjà le terme d'unité qui apparaît, qui unissent les États et les sociétés et contribuent à former le système mondial actuel. C'est un processus selon lequel, nous dit Anthony McCrew, c'est un processus selon lequel les événements, les décisions et les activités qui ont cours dans un coin de la planète finissent par avoir d'importantes répercussions sur des individus et des collectivités qui se trouvent même très loin de là. C'est ce qu'on a appelé l'effet papillon. Et c'est ce qui exprime cette très grande interdépendance et en même temps vulnérabilité, puisque tout en croyant être loin d'un certain foyer de crise, par exemple, on se rend compte que même en étant loin, les frontières ne sont plus là pour arrêter les mouvements et les processus, et que cette phrase est maintenant très connue, que le battement des ailes d'un papillon à un bout de la Terre peut provoquer un cyclone à l'autre bout, et on a eu beaucoup d'occasions dans la succession des crises économiques et financières de vraiment en saisir la portée. Et on peut dire que donc, comme on l'entend souvent, que le monde est devenu comme une sorte de village. On parle du village planétaire qui est relié par les satellites, alors qu'avant, ce qui définissait les villages, c'était que c'était les clochers. On parlait des guerres de clochers, donc c'était très cloisonné. Chaque village avait son clocher, son idéologie, sa façon de penser. Mais aujourd'hui, c'est le monde des satellites qui fait que le monde est devenu tout petit. Alors arrêtons-nous un petit instant quand même si on ne peut pas tout voir des différentes dimensions de la mondialisation, sur certains aspects économiques, pas tous, mais certains qui me permettent d'avancer dans la réflexion sur la gouvernance. Tout d'abord, bien sûr, dans ces aspects économiques, ce qui est très connu, c'est que la mondialisation, c'est la grande libéralisation du commerce, qui a été favorisée d'ailleurs par un ensemble de législations et même la création d'organisations internationales qui ont aidé à cela, et aussi des finances, mais également des entreprises qui ont beaucoup plus grande liberté qu'avant de s'établir où elles le souhaitent et qui ont fragmenté, délocalisé leurs activités. Alors on est dans un ordre mondial dans lequel à la fois l'élaboration, la génération et la distribution de la richesse est complètement différente. Et puis sur le plan financier, c'est aussi une très grande innovation, c'est que nous sommes dans un monde où la finance est complètement libéralisée et interconnectée à la fois, puisque vous savez qu'on peut transférer d'énormes sommes d'argent en temps réel sur une simple manipulation sur ordinateur, et on peut le faire en tout temps. Pour permettre cette très grande libéralisation du commerce, la notion de marchandise elle-même s'est énormément étendue, et pratiquement tout est devenu marchandise et objet de commerce. Dans l'Union européenne, lorsqu'on a mis en place le marché unique, qui repose aussi sur 4 libertés fondamentales, dont la liberté de circulation des marchandises, on a eu des affaires devant la Cour de justice pour essayer de définir qu'est-ce qu'on appelle marchandise. Est-ce que tout peut être l'objet de commerce? Et effectivement, c'est encore souvent le cas qu'on a du mal, parce qu'il y a certaines marchandises qui sont des marchandises évidentes, mais il y a d'autres qui sont quand même, peut-être il faudrait avoir un peu plus de discernement, comme par exemple les déchets toxiques ou tout ce qui relève d'un patrimoine historique ou culturel. Est-ce que ça doit circuler aussi librement et être considéré comme marchandise? Sans compter toutes ces marchandises illicites qui circulent librement, et on va en reparler tout à l'heure, qui fait l'objet de trafic, comme
le trafic